Sud Radio, Philippe David, le grand référendum. Et le deuxième sujet du grand référendum ce matin de 9h30 à 10h, c'est l'État doit-il se mêler du financement des mosquées en France? Et nous avons comme invité Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne et rapporteure de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte. Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, tout a changé hier au soir, peu avant minuit, puisque Manuel Valls avait parlé en filigrane, sans le dire tout en le disant, d'un éventuel financement public des mosquées. Mais patatras, François Hollande a dit hier au soir, à la Maison des Centraliens à Paris, que c'était totalement exclu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est quand même heureusement que le président a dit ça pour remettre un peu les choses en place. Enfin, je veux dire, la loi vous ne direz pas remettre le clocher au milieu du village, vu le débat. C'est exactement ça, et le clocher est non financé par des fonds publics. Voilà, c'est-à-dire que la loi 1905 interdit absolument des financements liés à des établissements religieux. L'État ne doit absolument pas subvenir à ce type de construction, bien sûr. Vous ne trouvez pas quand même que ça fait un peu désordre quand les deux chefs de l'exécutif tiennent à 24 heures de différence des propos qui sont strictement thèse et antithèse? Écoutez, moi je vais vous dire ce que je pense. On a travaillé pendant 6 mois avec mon collègue André Reichardt, sénateur du Bas-Rhin, la présidente Corinne Ferret, sénatrice du Calvados, et une vingtaine de sénateurs dans une mission qui était précisément faite, une mission d'information, pour mettre les points sur les i, les barres sur les t et répondre à un certain nombre de questions, parce que répéter des choses n'en fait pas une vérité. Ok, répéter, il faut une taxe halal, on a bien décortiqué la chose, on voit que c'est pas possible, que c'est une redevance, le financement s'y est attaqué, on avait plein de points d'interrogation qu'on a techniquement réglés. Moi, le géo trouve tout de l'été, cette espèce de foire aux idées, ce qui me semble ahurissant, c'est qu'il y a un travail du Sénat qui n'a pas renversé les tables, qui est un état des lieux techniques dont tout le monde se fiche. Et on continue à faire des propositions qui sont contre-alléguem, enfin qui n'ont rien à voir avec les lois de la République. Alors, qui sont totalement inapplicables. Alors justement, Nathalie Goulet, les lois de la République et la loi qui est en vigueur pour le financement des lieux de culte, c'est la fameuse loi du 9 décembre 1905. C'était Aristide Briand et Émile Combes qui étaient à son origine. Est-ce qu'il ne faudrait pas, certains le disent, revenir dessus ? Mais pas du tout. Parce que, si vous voulez, les mêmes qui vous disent ça sont ceux qui empêchent une jeune femme voilée de changer une couche dans une crèche. Ok, vous voulez dire qu'il y a un peu de schizophrénie? Vous voulez dire qu'il y a un petit peu, quand même, quelque part de schizophrénie chez eux? Vous pouvez appeler ça de la double sincérité ou de l'hypocrisie, c'est comme vous voulez. Appelons ça de la double sincérité, c'est plus joli. Bon. Le mot schizophrénie ne vous convient pas, manifestement. Pardon ? Le mot schizophrénie ne vous convient pas dans ce cas de figure. Moi, il me convient très bien, mais soyons plus diplomates. D'accord. Voilà. Donc, une fois qu'on a réglé cette question, si vous voulez, le problème, vous avez une communauté de nos concitoyens français de confession musulmane qui a augmenté, qui a des besoins. Qui a des besoins en lieu de culte, parce que sinon on retombe sur l'islam des caves, qui a des besoins en imam, et on tombe sur le problème de la formation, et puis le problème des imams détachés, parce il y a quand même 315 imams détachés des pays d'origine qui restent fonctionnaires de leur pays d'origine, le poids des pays d'origine, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, la Turquie notamment. Donc, il y a des besoins en établissement scolaire, parce que évidemment, il y a retard, le besoin s'est fait sentir plus tard, donc il y a moins d'établissements religieux musulmans que des établissements catholiques qui existent depuis toujours, des établissements juifs qui existent, mais depuis plus récemment. Donc, il y a des besoins. Face à ces besoins, on se trouve sur une loi où l'État ne peut pas financer, et donc il y a une majeure partie, à peu près 80%, 70-80% qui viennent de financement des fidèles eux-mêmes, le reste vient de l'étranger, majoritairement, je le répète, je le dis, des pays d'origine, Maroc et Algérie, à la fois pour les bâtiments, mais aussi pour les formations et les imams détachés. Et puis ensuite, les gens se retournent vers qui a de l'argent, les pays du Golfe, qui interviennent de façon minoritaire. Donc tout ça transite par les ambassades ou pas.
Et tout ça, ça arrive sur le compte des associations et des mosquées. Donc je voudrais rassurer quand même vos auditeurs, les choses sont quand même surveillées, on a une cellule qui s'appelle Tracfin, les fonds n'arrivent pas n'importe comment, les services du ministère de l'Intérieur et ceux du ministère des Finances savent très bien quels fonds arrivent et de où. Nathalie Goulet, vous êtes sénatrice UDI, vous êtes rapporteur de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte. Vous avez parlé des financements venant des pays du Maghreb, avec qui la France a des relations, on peut dire, historiques, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Venant d'Arabie Saoudite ou du Qatar, on ne peut pas dire que les liens soient aussi ténus que ceux avec le Maghreb. Il y a aussi des financements privés qui viennent de ces pays. Les financements privés, on n'a pas pu en avoir les détails, mais ces financements privés précisément, c'est là que tout l'intérêt de Tracfin est là. Que ce soit des financements privés pour un certain nombre d'associations que je vous ne mentionnerai pas, mais que le directeur de Tracfin nous a cité pendant les auditions, vous pouvez pas aujourd'hui, que ce soit n'importe lequel de vos auditeurs, n'importe laquelle des associations en France ne peut pas recevoir aujourd'hui 20 000, 30 000, 40 000 euros d'un pays étranger avec lequel il n'a pas l'habitude de fonctionner, etc., sans que la banque soit obligée de faire un signalement à Tracfin. Donc il faut le savoir. On a quand même cette cellule qui surveille ce type de maniement de fonds. On n'est pas dans la brousse ici, on est dans un état de droit. Ce genre de choses est surveillé. Donc oui, ce qu'il faut absolument faire, c'est un guide de bonne conduite avec toutes les ambassades. Parce que le conditionnement de ces financements, il vient plus des pays d'origine que des pays du Golfe, croyez-moi. C'est vrai. Donc, et on l'a vu notamment autour de la mosquée de Paris. Donc, et du CFCM. Absolument. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que cette fondation pour les œuvres de l'islam de France soit réactivée. C'est ce qu'on a demandé même dans le rapport précédent sur les réseaux djihadistes, parce qu'on avait bien senti qu'il y avait un problème autour des financements et que de l'opacité naît la suspicion. Si tout ça est transparent, il n'y aura plus aucun problème pour avoir des financements étrangers qui, par ailleurs, je vous le signale, financent allègrement le Louvre, le château de Versailles, tous les établissements culturels qui ont besoin de fondations pour les aider, l'Institut du monde arabe, etc. C'est vrai aussi. Les financements étrangers en France, on en a. C'est vrai aussi. Nathalie Goulet, vous restez avec nous. On se retrouve après une courte pause. Sud Radio. Philippe David. Le grand référendum. Et le second sujet du grand référendum ce matin sur Sud Radio, c'est l'État doit-il se mêler du financement des mosquées en France ? Et notre invitée est Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, rapporteure de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte. Vous pouvez appeler le 0826 300 300 et voter sur sudradio.fr. Et il y a un auditeur qui a appelé le 0826 300 300, c'est Jean-Louis de Montpellier. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour Philippe David, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le Sud Radio, nous vous écoutons tous en général et Nathalie Goulet en particulier. Oui, alors moi je veux parler du financement public des bâtiments religieux, quelles que soient les religions, les musulmans, les catholiques ou les juifs. Je précise que je ne suis pas croyant, mais très tolérant avec les religions qui respectent les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, ce qui n'est pas toujours le cas. En tout cas, je pense qu'un État républicain et laïque comme le nôtre n'a pas pour fonction de financer des établissements où le prosélytisme peut avoir lieu. Alors après que les donateurs privés, croyants, tolérants, vivant en France ou à l'étranger, pourquoi pas évidemment fassent des dons à leur mosquée ou église, ou leurs bâtiments religieux, c'est évident et c'est tout à fait possible. Ensuite, Tracfin est effectivement, comme disait votre invité, tout à fait capable de déceler les sommes. Vous me passez l'expression, Jean-Louis, de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un croyant catholique fasse un don à son église, musulman à sa mosquée, pourquoi pas. C'est ce qui s'appelle le denier du culte chez les catholiques. Absolument. Donc ça, c'est tout à fait normal. Par contre, je ne trouve pas normal que l'État finance ces bâtiments, sauf dans des cas très particuliers où il y a un intérêt historique pour un bâtiment qui serait en danger. Jean-Louis, je vous remercie beaucoup. Ça téléphone beaucoup. Je vais faire réagir Nathalie Goulet à vos propos. Nathalie Goulet, vous avez entendu Jean-Louis. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Que c'est déjà le cas. Oui.
Mais par exemple, il a parlé des lieux de culte catholiques qui sont entretenus par l'État. Ça, c'est logique parce que ce sont souvent des monuments, ils sont souvent classés, monuments historiques. Mais c'est surtout que les communes sont aussi responsables de leur église, et pour être sénateur d'un département rural, je peux vous dire que c'est une préoccupation quotidienne des maires des départements ruraux, qui ont d'ailleurs beaucoup de mal à boucler des budgets sur les restaurations d'églises. Oui, bien sûr, mais ça c'est le côté patrimonial. Mais vous avez entendu Jean-Louis qui a parlé au départ des financements étrangers. Je vais vous poser une question qui me chagrine personnellement. Vous avez dit que les deux premiers pays financiers qui financent les mosquées en France, c'est le Maroc et l'Algérie. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est quand même un peu paradoxal, l'Algérie qui refuse de donner des visas aux prêtres catholiques ou aux pasteurs protestants qui veulent aller professer leur foi dans leur pays, et qu'en contrepartie, on laisse l'Algérie financer des mosquées en France? Ça vous paraît pas un peu paradoxal, ce deux poids, deux mesures? Mais moi, je vais vous dire, la mission dans son ensemble des 22 sénateurs que nous étions, nous avons rendu un rapport qui a été voté à l'unanimité, moins l'abstention du Front National, droite et gauche confondues. Et nous avons été extrêmement surpris pendant nos travaux du poids des pays d'origine, Algérie, Maroc et Turquie notamment. Et ce poids-là est très important et vraiment déterminant dans l'organisation notamment du CFCM, mais aussi de tout le reste. Et nous avons été vraiment très surpris. C'est ce que tout le monde appelle l'islam des consulats, mais nous avons constaté que effectivement c'était une et puis le nombre d'imams détachés dans les deux cas, les conventions que l'État français a signées avec ces pays, certes de l'islam du juste milieu, et c'est ce qui en fait aussi sa force et son intérêt, mais là aussi on a une violation manifeste de la loi de 1905 quand vous voyez les dispositifs qui ont été mis en place, signés entre les gouvernements pour la formation de personnel religieux. Donc, si vous voulez, voilà, tout ça est dans notre excellent rapport d'André Reichardt, de moi-même et de la présidente Corinne Ferret, qui menace d'être le best-seller de l'été, qui est en ligne sur le Sénat. Non, mais attendez, vous savez, on a eu une chance. Moi, je profite quand même de votre antenne pour vous dire et dire à vos auditeurs que le président Zocchetto, président du groupe UDI, qui a quand même accepté de prendre ce sujet difficile et de le traiter. Bon, le Sénat, qui a aussi accepté cette mission, quand même, nous a donné une occasion extraordinaire par les temps qui courent d'avoir 6 mois de réflexion. On a eu le temps de réfléchir. C'est pas mal d'avoir parfois du temps. C'est une valeur ajoutée considérable. Ah oui, c'est pas mal d'avoir du temps pour réfléchir parfois. Ah oui, c'est bien. Nathalie Goulet, ça téléphone beaucoup au 0826 300 300. Hakim, bonjour. Bonjour Philippe. Vous nous appelez de Paris et Nathalie Goulet, comme tous les auditeurs, vous écoute. Eh ben, je dis que de parler du financement de ces lieux de culte, tout le monde, je veux dire les instances concernées sont au courant. Madame l'a dit tout à l'heure et ça fait un petit Nathalie moment Goulet, sénatrice de l'Orne. Oui, voilà, excusez-moi. Pas de problème. Excusez-moi. Mais je dis que le gouvernement, là, il nous fait du spectacle, il nous fait un beau spectacle de théâtre de boulevard de l'été, c'est magnifique, mais il pose pas les bonnes questions. Parce qu'à la base de tout ça, moi je dis qu'en France, il y a un problème socio-culturel. Les Français d'origine maghrébine ont du mal à s'intégrer en France, et la France a du mal à intégrer les Français d'origine maghrébine, et ça n'a pas été résolu depuis les indépendances, c'est tout, il faut se le dire en face. Ça, c'est pas faux. Mais par contre, est-ce que pour vous, parce que vous avez mis le doigt où ça fait mal, oui. Manuel Valls, hier, qui parle d'un financement public des mosquées, vous savez, en le disant, sans le dire, tout en le disant quand même un peu en filigrane, c'est ce qui s'appelle un ballon d'essai en termes de communicants politiques. François Hollande qui recadre tout hier au soir, même tard hier au soir, parce que la nouvelle est tombée vers minuit. Est-ce que pour vous, ça pouvait être prémédité, cette valse à deux temps? Possiblement. Écoutez, moi en tout cas, je suis pas surpris. Je veux dire, ils me surprennent plus ces gens en fait. Ils me font rire jaune quoi. Je souris, mais c'est. Non, mais c'est pas drôle du pathétique. tout. Ben oui, non, mais c'est pathétique quoi. Franchement, c'est pathétique et je trouve ça misérable pour un pays de la grandeur de la France, franchement, qui dit au monde entier qu'elle est la grande France et qu'elle est le grand pays des droits de l'homme. Franchement, on regarde l'exécutif d'aujourd'hui, mais moi c'est à pleurer, quoi, franchement. Nathalie Goulet, comme Hakim, vous avez envie de pleurer ou pour vous, ça peut être vraiment un pas de deux, comme on dit. On lance un ballon d'essai, on voit comment ça réagit et derrière, on prend le contre-pied. Non, mais je sais pas si c'est
un pas de deux ou un quadrille, mais je veux dire, le problème il est pas là. Le problème, c'est que ça vient immédiatement après Nice et après Rouen, et qu'on arrive sur le financement des mosquées, comme si la radicalisation se faisait dans les mosquées. Alors moi, qui ai demandé 6 mois avant Charlie la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes, après avoir lu l'excellent livre de David Thompson sur les djihadistes français, je me suis dit qu'on n'était pas armés. Voilà. Il y a là déjà au départ un péché originel, pour utiliser un terme religieux. Et déjà une hypocrisie, parce qu'on sait très bien que la vraie radicalisation, elle se fait pas dans les mosquées. Simplement, c'est un débat qui détourne le problème de comment on a encore laissé passer des fiches S à Rouen, qui détourne le problème de Nice et des polémiques nauséabondes qu'il y a eu autour de ce drame épouvantable. Et donc on lance un truc sur l'islam comme on lance un truc sur le voile. On sait que ça va un peu occuper la galerie, etc. Le problème, c'est qu'il y a 6 millions de Français de confession musulmane qui sont en train de subir ces discours complètement décousus et irréalistes, surréalistes et complètement, encore une fois, contre-alléguem par rapport à notre corpus législatif, la Constitution et la loi de 1905 que notre rapport a sacralisé. Nathalie Goulet, avant de faire réagir Hakim, je vais quand même vous poser une question. On a parlé de Manuel Valls, on a parlé de François Hollande. Vous dites que la radicalisation ne se fait pas dans les mosquées. Alors pourquoi Bernard Cazeneuve a-t-il déclaré avant-hier que depuis le 1er janvier, 20 mosquées salafistes, il avait ordonné la fermeture de 20 mosquées salafistes en France? Oui, mais il peut y avoir des mosquées salafistes qui prêchent de façon contraire à la République et qui doivent être fermées, mais dans la majeure partie des cas, et on parle de 2500 lieux de culte qui sont d'obédience malakite, et le point commun de tous les jeunes gens qui vont faire le djihad, c'est leur méconnaissance complète de l'islam. Ils ont intégré un islam totalement dévoyé, et c'est pas à la mosquée qu'ils vont le chercher. Hakim, vous avez entendu la réponse de Nathalie Goulet. Est-ce que vous voulez lui rebondir sur ce qu'elle vous a répondu? Écoutez, non, j'adhère complètement, parce que de toutes les façons, si quelqu'un doit se radicaliser, notamment, c'est en prison qu'il va le faire. Voilà, quoi. Tout ça, c'est un vrai problème. Moi, je dis que le gouvernement, encore une fois, ne pose pas les bonnes questions, parce que je pense qu'on en est à un point où il faudrait qu'on soit tous capables de repenser la société tout court, en France. Point. Ce qui est une vraie question également, Hakim. On va y réfléchir après une courte pause avec Nathalie Goulet et avec vous, si vous appelez le 0826 300 300. Sud Radio, Le grand référendum. Philippe David. Et le second sujet jusqu'à 10h du grand référendum de ce mardi 3 août, c'est l'État doit-il se mêler du financement des mosquées en France? Et mon invité est Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, rapporteure de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et dossier lieu de culte. Et que disent les internautes qui votent sur sudradio.fr? Fabien Tacard-Blanchin. Eh bien, ils répondent non à cette question puisque vous êtes, chers auditeurs, 57% à ne pas souhaiter que l'État se mêle du financement des mosquées en France. Nathalie Goulet, je rappelle que vous êtes sénatrice de l'Orne et rapporteure de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte. On a parlé d'une taxe halal et il me semble savoir qu'hier au soir, vous avez dit que c'était, grosso modo, du délire. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. D'abord, je suis co-rapporteur. Vous avez été assez cash, vous me passerez l'expression. Avec mon collègue, oui, André Richard, qui est sénateur du Bas-Rhin, donc un concordataire. C'était important pour l'équilibre de nos travaux. Alors, permettez-moi de rappeler aux auditeurs ce qu'est le concordat. Le concordat, c'est Napoléon Bonaparte qui l'avait fait pour répartir les rôles des religions en France, qui étaient à l'époque le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Et comme l'Alsace-Moselle était occupée par l'Allemagne jusqu'en 1919, ils n'ont pas été touchés par la loi de 1905. Voilà. Exactement. Donc, le halal. Alors, le halal, ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est une norme religieuse. Absolument. On devrait d'abord dire des normes religieuses, parce que malgré une charte du CFCM, qui est frappée du manque de représentativité du CFCM, donc en fait il y a plusieurs normes halal en France. Donc déjà, le principe d'une taxe qui émanerait, si on respecte la loi, et si les mots ont un sens, la taxe dépendrait du ministère du budget. Donc voilà une taxe sur un élément religieux qui s'appliquerait à un élément qui n'est pas uniformisé parce qu'il n'y a pas une norme unifiée du halal, pour lequel il faudrait une excusez-moi, assiette. théoriquement, pour moi, pour qu'une viande soit halal, il suffit que l'abatteur soit certifié halal et que lorsqu'il égorge la bête, il dise Bismillah Allahu Akbar, qui veut dire, je crois, au nom de Dieu clément et miséricordieux, Dieu est grand. Il me semble. Hein.
qu'elle est. J'irai pas jusque-là. Précisément, il n'existe pas de norme halal. On a d'ailleurs, il y a eu une commission AFNOR qui a essayé de déterminer une... Alors, je vous coupe. AFNOR, Agence française des normes, c'est l'agence qui détermine toutes les normes de France et de Navarre. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ça, on a essayé de faire. Donc, bref, il n'y a pas une norme unifiée. On va pas passer 3 heures là-dessus. Et puis, il y a surtout le fait que ce serait d'abord une violation de la loi de 1905, puisque l'État peut pas taxer un élément religieux. Vous comprenez bien que ça pose un problème. Et deuxièmement, c'est une rupture d'égalité des citoyens devant l'impôt, parce qu'il n'y aurait que les musulmans qui paieraient. Donc, la taxe en tant que telle est une absurdité légale. Mais on peut faire, par exemple, l'équivalent catholique du denier du culte Non. On va faire ça comme ça. Je vais vous expliquer jusqu'au bout. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que la communauté ou les communautés elles-mêmes se mettent d'accord sur une redevance pour service rendu au moment de l'abattage, exactement comme le kasher. Donc, ce sera une redevance dont le montant sera fixé par les communautés, le CFCM, les communautés musulmanes elles-mêmes. D'accord. À la fois sur l'assiette et à la fois sur le montant. Parce qu'en fait, pourquoi on parle du halal? Parce que la filière est à peu près évaluée à 6,5 milliards d'euros. C'est ça, donc 6 à 7 milliards. Ça suscite des vocations. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chiffre d'affaires à faire derrière. Voilà, en tous les cas, il y a du chiffre d'affaires qui est fait. Bon, donc, évidemment, ça suscite de l'intérêt. Donc nous, on a cherché, puisque une fois qu'on a exclu le principe de la taxe, qui légalement n'est pas possible, on a cherché quand même à exploiter ce filon, comme tout le monde. Et donc on a cherché comment, en respectant la loi de la République et la loi de 1905 qui a été sacralisée dans notre rapport, comment on peut faire. Donc on a cette redevance pour service rendu. Et ça fonctionne. Mais ça dépend de la communauté elle-même de la mettre en place, comme pour le kasher. Mais Nathalie Goulet, vous parlez du kasher. Il me semble que le kasher, c'est géré par un organisme qui s'appelle le Beddin. Oui, mais c'est 35% c'est religieux. Et c'est 35% du budget du consistoire. Et est-ce qu'on pourrait pas faire un Beddin halal? Non, mais ça c'est la communauté qui doit s'organiser. C'est pas à l'État de le faire. Ça, on est bien d'accord, mais ça pourrait être une piste justement pour les musulmans. Bah tiens, s'il y en a qui écoutent Sud Radio ce matin, de faire l'équivalent du Beddin qu'il y a chez les Juifs, pour les musulmans. Oui, mais ça suppose d'abord qu'on unifie et qu'on forme les sacrificateurs, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Ça suppose qu'on se mette d'accord sur une norme, ce qui n'est pas le cas. Et ça suppose qu'on rende la filière halal transparente. Et si vous faites quelques recherches sur les litiges, les contentieux, y compris jusqu'au Conseil d'État, sur la qualité du halal en France et la crédibilité de la filière, vous allez voir que c'est un sujet qui est très contentieux. Donc on n'a rien à voir avec une filière cachère qui existe depuis longtemps, qui est complètement sécurisée. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de musulmans qui mangent cachère parce qu'ils considèrent que l'abattage est plus sûr. Nathalie Goulet, est-ce que vous diriez qu'en parlant de subventions publiques pour les mosquées, Manuel Valls a ouvert la boîte de Pandore? Il ne peut pas avoir ouvert la boîte de Pandore parce que de toute façon, elle se referme immédiatement sur le couvercle de la loi de 1905. Et sur les propos de François Hollande hier au soir? Enfin, c'était évident que le président allait dire ça. Enfin, vous pouvez pas imaginer une seule seconde qu'un président de la République, brusquement, au cœur de l'été, au coin d'une table, et parce qu'il a envie de faire la une des journaux, va expliquer qu'on suspend la loi de 1905 en France. Enfin, ça se fait pas. C'est pas entendable. Mais est-ce que pour vous, la loi de 1905, on en avait parlé un peu au début, je vais vous poser la question, allez, on va être direct, que vous êtes quelqu'un de très direct, est-ce que pour vous, l'islam est compatible avec la laïcité à la française, version loi de 1905? Évidemment. De toute façon, l'islam est compatible avec la République. Il faut arrêter de faire le jeu des gens qui disent le contraire. Ah, mais il y a des gens qui disent que c'est pas compatible avec la laïcité à la française. Mais c'est pas du tout ce que dit le CFCM, c'est pas ce que disent les associations de musulmans, c'est pas ce que disent nos collègues sénateurs ou députés de confession musulmane. L'islam est compatible avec la République. Simplement, le problème, c'est que vous avez une population récente en France qui a des difficultés
réel ou supposé, et pour lequel, d'une main, on considère l'islam comme une religion comme les autres, et de l'autre main, on lui donne pas les moyens décents d'exercer les lieux de culte, d'exercer son culte, ou par exemple d'avoir des écoles religieuses, etc. Donc forcément, la crispation est plus visible. Si vous avez un jeune homme qui veut manger cachère avec une kippa sur la tête, aller à l'école, etc., dans une école religieuse, bon, il va trouver une école religieuse juive près de chez lui. Si vous avez une jeune fille qui veut garder son voile, ce sera beaucoup plus difficile pour elle de trouver une école religieuse, sauf à aller chez les catholiques qui l'acceptent, mais une école musulmane. Donc si vous voulez, il y a un retard dans les infrastructures de cette population musulmane qui, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, représente à peu près 7, 8, 9% de la population française, oui. Qui sont complètement intégrés à la République. Et c'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes qui sont aujourd'hui en train de se radicaliser et qui utilisent un alibi d'un islam dévoyé qu'il faut commencer à avoir ce type de discours. Nathalie Goulet, merci. Je rappelle que vous êtes sénatrice UDI de l'Orne et rapporteure de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte. Verdict, Fabien Tacquart-Blanchin. Eh bien, on termine cette question avec 57% d'entre vous, chers auditeurs, qui estiment que l'État ne doit donc pas se mêler